Vous êtes un capitaine de bateau. C'est un beau trois-mâts sur lequel vous naviguez en famille depuis plusieurs générations. C'est le grand-père qui l'a construit. Vous vous êtes habitué à faire de belles croisières en famille et avec vos matelots. Mais soudain, le temps se gâte. Et votre embarcation est prise dans une méchante tempête. Une tempête qui est en train de faire démater certains bateaux autour de vous. Et vous vous dites, mince, j'espère que ça va pas être mon tour. J'espère que je vais pas planter ce bel héritage familial et noyer tout mon équipage avec. Est-ce que je suis en train de prendre les bonnes décisions? Et dans ces moments-là, tout votre équipage est comme tétanisé, le lapin dans les phares, et se dit que toi, le capitaine, tu sais où tu vas. Et toi, quelquefois, tu ne sais pas bien où tu vas. Est-ce qu'il faut changer la stratégie? Est-ce qu'il faut revoir l'organisation? Est-ce qu'il faut changer la répartition des tâches parmi l'équipage? Est-ce qu'il faut devenir plus dirigiste, reprendre la main et avoir un fonctionnement plus top-down? Aujourd'hui, nous allons explorer comment diriger une entreprise familiale dans la tempête. Nous nous appuierons pour cela sur l'expérience d'Yvain Leroy-Liberge et l'entreprise Sully Immobilier. À tout de suite. Tu as repris le flambeau de l'entreprise familiale, où tu as créé ta propre boîte, et tu sens que ton entreprise a besoin de vivre un virage pour devenir plus agile, plus collaborative. Au fond de toi, tu as l'intuition qu'on peut créer un décalage stratégique dans cette boîte par une culture plus humaine et une organisation plus horizontale et responsabilisante. Tu es au bon endroit. Mon nom est Thomas Fio et au travers de mon métier de coach et d'accompagnateur, j'aide depuis plus de 15 ans des entrepreneurs familiaux à réussir leur pari. Dans ce podcast, je t'aide à trouver de l'inspiration et des idées en te faisant rencontrer des dirigeants familiaux avec des expériences inspirantes et en te partageant des outils impactants pour faire pivoter ton entreprise. Mon intention, c'est que tu trouves ici des clés pour marquer ton empreinte sur ta boîte. Merci de ton écoute. Tu es prêt? Allez, c'est parti. Bienvenue sur le podcast Entreprise familiale nouvelle génération. Aujourd'hui, nous allons parler du pilotage d'une entreprise familiale dans la tempête. Et nous allons nous nourrir pour cela de l'expérience de Sully Immobilier et de son directeur général, Yvain Leroy-Liberge. Avec Yvain, nous nous côtoyons depuis plusieurs années. Depuis 2022, je le vois avancer dans la crise immobilière et je l'ai trouvé particulièrement inspirant. Inspirant par la puissance de ses valeurs humanistes, qui sont d'ailleurs des valeurs familiales, de la famille Leroy-Liberge, bien ancrées en lui, bienveillance, respect des personnes, confiance dans les équipes. Inspirant car j'ai eu la chance d'être proche de cet homme pendant les périodes de doute et d'espoir, et j'ai été témoin de sa solidité personnelle. Inspirant de voir cet homme ne pas rester seul et savoir se faire aider dans les moments où tu peux être tenté de te replier sur toi et de serrer les dents. C'est pourquoi j'ai eu envie de l'inviter à nous partager son expérience. Sully Immobilier est une charmante entreprise familiale dans le domaine de la construction immobilière. Dans le métier, on appelle ça un promoteur immobilier, qui rassemble un ensemble de métiers qui vont de la prospection foncière, trouver des terrains, faire l'étude de faisabilité, monter l'opération, la financer, de construction en lien avec des architectes et des entrepreneurs de construction, vendre les terrains, trouver des acquéreurs, les livrer, bref, tout un ensemble de métiers. Cette entreprise est implantée dans 6 régions. Elle compte une cinquantaine de collaborateurs en vitesse de croisière, c'est environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. 4 membres de la famille sont actuellement actifs dans l'entreprise, dont Raymond Leroy-Liberge, le fondateur, qui est aujourd'hui le président, et ses 3 enfants. Quelques mots pour dresser le contexte de crise dans lequel opère Sully Immobilier depuis 2 ans et demi. Depuis 2022, l'immobilier en France s'est cassé la figure et traverse une crise violente. Selon la Fédération des promoteurs immobiliers, les faillites et les plans de licenciement continuent de s'accroître au premier trimestre 2025. Le nombre total de défaillances, les redressements judiciaires, liquidations, procédures de sauvegarde dans l'activité de la promotion immobilière au premier trimestre 2025 est en hausse de 21,4% par rapport à la même période en 2024. En 2024, selon une étude de la BPCE, il y a 1232 agences immobilières qui ont été fermées. Parmi les grands acteurs de la promotion immobilière, il y a eu des suppressions d'emplois. Nexity, 500 suppressions d'emplois. Bouygues Immobilier, 225 postes supprimés. En 2025, la Fédération des promoteurs immobiliers parle d'un faux plat, c'est-à-dire une espèce de stagnation un peu molle avec une reprise légère dans l'ancien. Pourtant, dans ce secteur en souffrance, il y a des acteurs créatifs qui tracent leur route et profitent de la crise pour s'améliorer.
C'est le cas de Sully Immobilier. Comment avancer dans un environnement immobilier aussi impacté et incertain? Comment se pilote un petit groupe familial dans ce contexte de tempête? En quoi c'est un plus d'être une entreprise familiale dans ces moments et dans le secteur de l'immobilier? Comment rester familialement aligné sur les décisions à prendre? Bref, tout un ensemble de questions et d'autres encore que nous allons explorer en compagnie d'Yvain Leroy-Liberge, directeur général de Sully Immobilier. Voilà, cher Yvain, sois le bienvenu sur le podcast Entreprise familiale nouvelle génération. Qu'est-ce que tu souhaiterais peut-être ajouter sur le descriptif rapide du contexte du secteur ou peut-être de la présentation de ton entreprise? Qu'est-ce que j'aimerais. Bon, bonjour Thomas. Qu'est-ce que j'aimerais rajouter? T'as dressé un portrait qui est assez vrai de ce qui se passe. Euh, c'est un secteur qui est compliqué parce qu'on a un chef d'orchestre qui intervient sur un secteur de l'activité française qui est majeur dans la mesure où c'est 10% du PIB, 12% des emplois, et que les gens ne se rendent pas compte de l'impact sociétal de ce qui pourrait arriver si jamais l'immobilier se cassait vraiment la figure. Et là-dedans, on se débat, sachant que c'est un métier qui est assez magique dans la mesure où on est là pour construire des logements pour que des gens y vivent et habitent et une belle vie. Donc, je suis un peu déçu de la part du gouvernement et des élus de la non-compréhension de, de cet élément majeur dans la vie d'une famille qui est de pouvoir bien habiter, bien vivre. Hmm. Et qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on est malmené par un État qui est pas stable et qui fait qu'aujourd'hui, on navigue à vue plutôt que pouvoir anticiper. Quand on est dans une crise, on essaye toujours de savoir quel peut être le coup d'après, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et c'est très compliqué quand il n'y a rien qui se passe devant et qu'on n'a pas de visibilité. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on ressent quand on est à la tête d'une entreprise familiale dans un moment aussi incertain, depuis 2 ans et demi? Qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce que tu vis? Comment t'as traversé des phases? Qu'est-ce que tu as vécu là pour si tu veux bien un peu. La première chose, c'est que quand on est dans une crise comme ça, ce qui est compliqué, c'est de ne pas être figé. C'est-à-dire que c'est dur parce que on a des équipes qui sont malmenées, on a des trésoreries qui sont malmenées, on a des opérations qui sont malmenées, tout un écosystème qui est tendu et qui se tourne de plus en plus. Et il faut arriver à être capable d'être dans l'opérationnel pour gérer les problèmes et être capable de faire l'hélicoptère et d'essayer de voir quelles sont les futures stratégies à mettre en place pour arriver à s'en sortir. Donc il y a, il y a un jeu d'hélicoptère qui est majeur et très complexe parce qu'on aurait tendance à aller dans l'opérationnel à fond et qu'il faut être capable de se dire, ah, attends, arrête de faire de l'opérationnel ou prends du recul. Ouais, c'est ça. Il y a eu des moments particulièrement difficiles pendant ces 2 ans et demi, de doutes forts, de. Bah, on a un métier où on gère que des problématiques, beaucoup de problématiques, et du coup, on a l'habitude d'être dans la complexité là, mais là, on est dans la hyper complexité. Donc après, sur chaque problématique, c'est comment on trouve la bonne solution, comment on garde son intégrité, comment on se ment pas à soi-même. Donc c'est des moments qui sont très stressants. Mais si on arrive à prendre du recul, c'est aussi, dans une crise comme celle-là, c'est se dire que la taille d'une entreprise comme celle de Sully, c'est l'opportunité de trouver une nouvelle voie et justement de sortir de la crise encore plus fort. Après, la, Hmm. la problématique, c'est que ça fait 4 ans qu'on est depuis le Covid, on est dans une complexité très forte et que ben, il faut arriver à y croire, quoi. Il Ouais, faut c'est arriver à y ça. croire. Ouais. Ouais. Et que c'est pas toujours facile d'y croire quand tout est compliqué, quoi. Ouais, Et c'est ça. que, et que les équipes sont fatiguées, que les stratégies à prendre changent tout le temps, et que le truc le plus compliqué, à mon avis, pour moi, c'est de dire, ça fait 4 ans qu'on gère des sujets qui sont complexes et qu'il faut arrêter l'usure et le fatalisme.
C'est-à-dire que Ouais. moi, je me bats contre le fatalisme et que on pourrait avoir tendance à, à rester là-dedans. Et le sujet que je vois dans les équipes et qui n'est pas facile, c'est que quand on leur dit il faut faire un pas de côté et voir le sujet différemment, certaines équipes sont prises dans leur intégrité de professionnel et dire mais si jamais tu me demandes de faire ça ou de voir différemment ou de demander à quelqu'un d'autre de voir la même chose, et il y en a qui le prennent pas très bien parce qu'ils considèrent qu'on les considère comme pas pros. Mais moi, ce que je considère, c'est que quand on est dans la rivière, dans le flux de la rivière, si jamais on se met pas sur le bord de la rivière pour voir ce qui se passe, on n'est pas complètement objectif. Et donc, il faut arriver à faire des pas de côté, à poser des questions à tout le monde et à, et à proposer autre chose. Alors, qu'est-ce que cette période si singulière vous a appris sur vous-même en termes de force, évidemment, et puis de peut-être de fragilité que vous avez sans Alors, doute ce qui est corrigé? intéressant dans cette période, c'est que quand on rentre dans la difficulté, c'est pareil, je vais reprendre l'image de la rivière, c'est que quand l'eau de la rivière descend, on voit apparaître les cailloux. C'est-à-dire que, eh ben, on se rend compte que peut-être les process, les gens ou certaines personnes ne sont pas au niveau ou sont pas complètement carrés, que peut-être les cadres définis sur chacun des items de la société sont pas complètement posés ou doivent être changés. Et du coup, ça remet en question les choses et en fait, ça permet d'être plus efficace ou de se dire que si jamais on corrige un peu tout ça, et c'est des choses qui sont pas majeures, c'est des choses qui sont à la marge, mais qui font que dans le fonctionnement, on perd de l'efficacité, permet de dire que demain, si on remet bien tout comme il faut, on aura une machine de production qui sera ultra performante. Et ce qui Une m'a, machine de guerre, comme tu aimes une dire. machine de guerre, Ouais, ouais. exactement. Et ce que j'ai revu, mais je le savais déjà, mais ça fait plaisir de le voir, c'est que dans une société comme la nôtre, euh, on a des gens qui sont hyper impliqués, hyper motivés, hyper euh, dans l'entreprise. C'est-à-dire que c'est pas que des salariés, c'est des gens qui poussent l'entreprise. Alors chacun à leur niveau, chacun avec leurs contraintes, chacun avec leur périmètre. Donc ça peut créer des, des heurts ou des problématiques, des distorsions. Mais, euh, mais en fait, on a des gens qui sont vachement bien. Et ça, Ouais, c'est hyper plaisant pour un dirigeant d'entreprise de dire qu'on a des gens motivés et qui poussent. ouais, c'est ça. Et ça Et a ça, été une confirmation très ben, on a forte. fait dans tout ce qu'on a fait, on essaie d'être une entreprise familiale, bienveillante, etc. Mais comme dans toute famille, quand ça commence à chahuter, il faut arriver à, à ce que tout le monde tire dans le même sens. Ouais, Mais, c'est ça. si jamais il y a des gens qui freinent, ça marche pas. Donc, quand on voit que les gens sont avec nous, avec les dirigeants, c'est assez agréable. Après, l'inverse de ça, c'est que les dirigeants, c'est eux qui poussent et qui portent. Et donc, il faut être capable. Et il y a une double problématique, c'est que le dirigeant, il sait où il va, toutes les problématiques, etc. Et le sujet qui est à mon avis le plus important, c'est la communication. Ah, La communication de crise, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir dire aux équipes où on en est, où on va, donner des éléments rassurants, sans mentir sur la réalité du contexte et des choses. C'est-à-dire qu'il y a une tension des équipes sur le fait de dire, bah, ils le voient, ce que tu disais sur Nexity et sur les autres promoteurs qui ont licencié, plus que ça d'ailleurs, que ce que tu as dit. C'est la vérité et du coup, ils sont inquiets sur leur poste. Donc, il faut arriver à être capable de leur dire, on a mis en place des plans, on sait où on va, et on va avancer et on fait tout ça pour être meilleur après. Et, euh, et c'est ça je pense qu'on n'a pas fait assez tôt chez nous. C'est que la communication interne, on l'a fait, on pense bien la faire, mais il faut la faire encore plus que ce qu'on croit. c'est ça. Et qu'est-ce qui a bien marché dans la manière de faire cette communication interne? Il y a une expérience que tu as mis en place et que tu as trouvé intéressante. Bah, on essaie de tout renouveler, on essaie de communiquer plus avec le CODIR, de poser les choses sur le rôle. Bah, moi, en tant que dirigeant, le sujet, c'est que si j'ai envie de retourner à fond dans l'opérationnel, parce que je suis pas mauvais dans mon opérationnel, mais c'est pas mon boulot, euh, il faut que chacun ait son périmètre et soit en responsabilité.
plutôt que responsable, et que sans doute le dirigeant, il a tendance à, parce qu'il a des passe-droits, c'est-à-dire que lui, quand il pose quelque chose, il a la chance qu'on lui réponde tout de suite. Alors que c'est pas toujours le cas pour tout le monde. Et du coup, on peut mettre un petit bazar certain si jamais on fait pas gaffe à respecter le périmètre des autres et pas bypasser les équipes, les N-1, N-2, euh, pour qu'ils puissent bien faire leur boulot. Et, euh, et donc, cette parole vraie, on l'a testé récemment, est- elle est intéressante. On a mis en place, on a fait un codir où justement on a posé ces sujets-là. Et donc, c'est pas facile pour le dirigeant de recevoir le fait de dire bah, c'est bien, merci beaucoup pour ce que tu fais, mais parfois tu nous bypasses et on a l'impression que tu nous bypasses sans nous le dire. Et du coup, après, les autres disent oui, Yvain a dit que, et du coup, bah, c'est fini, j'ai plus le droit, plus de mots à dire. Ouais, c'est ça. Et donc ça, c'est, euh, c'est un sujet parce que quand les gens sont pas en responsabilité, il y a une sorte de fatalisme, je le redis, et une sorte de, bah, Yvan a dit, donc c'est fait. Alors que moi, c'est pas ça que j'attends. Et c'est pas ça qu'ils attendent non plus. Et à tous les niveaux. Et Mais, c'est euh, mais ça se met en place et là où je suis content, c'est qu'on a un codir qui est hyper hétérogène et que chacun apporte à ce codir pour dire voilà ce que moi je ressens, voilà ce que j'aimerais. Et puis ils aimeraient être confrontés et participer plus, plutôt que rester dans leur chapelle et pas jouer avec les autres. Ce que je comprends, Ouais. c'est que vous avez eu un beau moment d'ajustement en codir qui a permis que les choses s'expriment et que peut-être les décisions que tu as prises qui ont été mal comprises par tes directeurs de région, eh bien, elles puissent s'exprimer, que tes directeurs de région puissent te dire les choses, que toi, tu puisses leur exprimer tes attentes, etc. Il y a eu un bel ajustement, hein. C'est ça, je crois que dans les moments de crise, on prend des décisions, quelquefois, c'est pas toujours les bonnes, et l'important, c'est de pouvoir s'en Il y parler, a eu s'ajuster. un très bel ajustement où chacun a exprimé ses problématiques par rapport au pilotage, ses problématiques par rapport aux engagements, c'est leurs problématiques par rapport au service support, parce que quand on a un patron de région, il a évidemment tous ses services support qui sont pas forcément sous sa responsabilité et comment ça fonctionne bien ou dans un moment où tout le monde est malmené et que chaque poste est malmené. Du coup, c'était un moment de vérité qui était intéressant et ce qui m'a plu, c'est que il y avait une volonté d'avancer forte. Voilà. Super. Et ça ça veut vraiment dire que c'est une société qui avance et qui est pas figée par le stress de cette crise et que il y a des choses à faire. Alors tout n'est pas beau parce que tout n'est pas vert parce qu'il y a des choses qui sont complexes, mais cette volonté de vouloir avancer et de bien faire, je pense que c'est majeur dans cette crise. Et comment tu t'y es pris au fond? Qu'est-ce que tu as changé dans ta méthode de travail, dans peut-être les personnes sur lesquelles tu t'appuies en priorité, peut-être dans ton approche face à cette crise? Comment tu as fait? Comment tu t'y es pris? Est-ce qu'il y a eu des inflexions dans ton rôle qui a peut-être évolué? Ben, en fait, c'est pas si facile que ça à faire parce qu'on est dans un moment où tout le monde est suractif et occupé. On est dans un moment où on a dû se séparer de personnes, ce qui n'a pas été très agréable. Et du coup, le sujet, c'est de dire, de prendre du recul, de se poser pour arriver à savoir quels sont les vrais enjeux de chacun et comment chacun peut comment moi, en tant que DG, je peux aider mes patrons de région, mes patrons de support et toutes les équipes, et comment eux, ils peuvent avoir un périmètre bien défini. Donc, c'est définir des cadres simples, d'objectifs, pour que justement, ils aient une visibilité de l'impact de leur petite région par rapport au groupe. Petite ou grosse région, mais de leur région par rapport au groupe. Et donc, moi, ce que j'aime bien, c'est le modèle de speedboat, ce que j'essaie de pousser, c'est-à-dire qu'il y a un vaisseau amiral qui est fait par la direction générale, donc le président, le DG et la DAF, par exemple, qui sait tout sur les finances du groupe qui sont le nerf de la guerre. Et après, on a des speedboats qui sont avec des capitaines de speedboats qui sont les patrons de région et qui, à partir du moment où ils ont une feuille de route claire sur ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, ils ont une certaine autonomie et
j'interviens théoriquement que si jamais les ratios, les règles ne sont pas respectées ou s'il y a des conflits. Et donc ça, on l'a mis en place, on a mis du temps à le mettre en place parce que c'est simple à dire et c'est pas si simple que ça à faire. C'est ça. Donc c'est par petites touches C'est ça. qu'on le met Et en place. ce que tu disais tout à l'heure, c'est que vous avez dû re-régler certains processus, les rendre un petit peu plus carrés. Et c'est pas fini, hein, on est Ouais. en plein dedans. On est en plein dedans, mais il y a dans une crise, il y a plusieurs phases, hein, parce que quand c'est une crise de 1 an, on réagit pas pareil que quand c'est une crise de 4 ans. Et que il y a la chose facile de dire, ah ben, on est une belle boîte, on a des ressources, donc on fait le dos rond pendant un moment et ça va revenir. C'est l'étape 1. Après, on se rend compte que ça revient pas, du coup, on met en place des premières mesures. Et après, ça dure encore plus longtemps. Et là, on se dit quels sont les éléments minimums à respecter pour pouvoir passer les étapes 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, on a des ambitions qui sont plutôt plus petites pour tenir un rythme régulier. Et en fait, quand on arrive à faire ça, finalement, ça recrée une sécurité intrinsèque en disant on va faire moins, mais bien, Et on pour pouvoir délivre. être prêt Ouais. à réattaquer quand le contexte ira mieux. Et ça, c'est rassurant en interne et c'est rassurant en externe parce que euh, ça montre euh, qu'on anticipe les choses. C'est-à-dire qu'on anticipe et qu'on a une vraie visibilité et que je pense que ce qui est le plus important pour tout le monde, c'est de montrer qu'on ne se cache pas derrière son petit doigt et qu'on est conscient des enjeux et qu'on montre comment on va y arriver dans les différents, enfin dans la durée, quoi. Ah. Et un autre enjeu, c'est de pouvoir se réinventer. Ça veut dire que la promotion immobilière, c'est une vieille dame, parce que finalement, on construit des logements depuis des centaines d'années, et que finalement, c'est des briques et du ciment et du bois, et que il faut arriver à trouver les façons de faire qui sont différentes, les produits qui sont différents, parce que le besoin, il est là. Et le besoin il est là, mais il est un peu différent. C'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement, tout ce qui est classico-classique, c'est plus dur, mais tout ce qui est spécifique ou particulier, si on le fait bien, il y a un marché. Donc il faut arriver à trouver les bons curseurs pour arriver à faire les choses et à trouver nos marchés, retrouver des marges, etc., pour que ça fonctionne. Donc c'est assez intéressant. Il faut être très agile. C'est épuisant dans la mesure où on remet l'ouvrage sur le bio toutes les 5 minutes. Donc il faut accepter cette, cette, euh, accepter le fait de tout remettre en cause tout le temps. Et les équipes, elles doivent accepter ça. Donc c'est ça qu'il faut arriver à expliquer, que c'est pas grave. C'est pas parce qu'on remet en cause ce qui a été fait qu'on déjuge et que les gens n'ont pas été bons. Mais c'est ça pour moi l'enjeu, c'est de trouver les solutions à des problématiques et être capable de dire oui, dire non, dire ben on avait dit oui, mais ben, on va y aller. Mais il ne faut pas que ça soit subi, il faut que ce soit ensemble. Je me demandais qu'est-ce qu'on pourrait partager d'un petit peu plus spécifique Bah, concernant. alors, les trucs spécifiques. Alors déjà, ce qui est très difficile à vivre pour un directeur, un patron de structure comme la nôtre, c'est on a eu on a dû se séparer d'un certain nombre de personnes et c'est moi qui l'ai assumé en grande partie. Et ça, c'est pas facile. Parce que on n'a pas envie, on a des équipes qu'on aime bien, on est une petite structure, donc on connaît tout le monde, on les apprécie tous. Et, et quand on doit se séparer de personnes, c'est compliqué à faire et c'est surtout usant intellectuellement et psychologiquement pour un patron. C'est que il fait le truc, il fait le taf, il peut procrastiner un petit peu en disant je vais le faire et puis finalement je vais le faire demain, et puis je vais le faire après-demain, etc. Mais en fait, la grosse bêtise, c'est que en fait, les gens le savent déjà, le sentent déjà. Donc il faut faire comme avec un scotch, un sparadrap, il faut l'enlever d'un coup d'un seul. Mais quoi qu'il arrive, c'est dur pour un patron parce que il n'a pas envie de le faire, il sait qu'il doit le faire, mais il faut le faire. Et ça, je ne l'ai pas fait. La vision du Scott sparadrap qu'il faut enlever, je l'ai pas eu. Je me suis pas assez protégé là-dessus en fait. J'aurais dû le faire plus vite. C'est ça. Et par contre,
C'est une structure comme la nôtre. Par rapport aux gros nationaux, eux, ils ont un grand chef, ils ont 10 étages de management. Eux, ils disent il faut éliminer 25% des personnes. Voilà. Nous, on n'a pas fait comme ça. C'est-à-dire on aime bien, on se dit que ça va reprendre. On se dit qu'on a de belles équipes. Donc, on l'a sans doute fait un peu tard, ou pas trop tard. On verra après la bataille. Mais, euh, mais le momentum de quand est-ce qu'on fait ça, c'est pas facile à décider. Parce que c'est pas facile, parce qu'on n'a pas envie, et puis parce qu'on a toujours cette croyance de dire que ça va, qu'on a besoin de ces ressources à un moment et que c'est mieux qu'elles soient là ou pas. Donc, on a dû arbitrer sur chacune des régions un peu différemment. Et aujourd'hui encore, j'ai pas encore la bonne martingale pour savoir comment faut faire vraiment. Eh oui, Mais en tout cas, c'est dur. ouais, Et parce qu'on n'a pas envie mais j'étais très surpris positivement. De l'attitude des gens. Ça a pas, les gens ont entendu, ça n'a pas toujours été facile, ou ça n'a jamais été facile, mais paradoxalement, il y a des équipes sur certaines régions où on a fait il y a beaucoup de personnes qui sont parties, et à chaque départ de personnes, il y avait un pot de départ qui était fait avec les anciens et les présents. Euh, et il y a des échanges que j'ai eu moi après avec des gens qui étaient partis qui étaient assez rassurants de rassurant ou agréable à entendre sur le fait de comment Sully était et vivait et comment ça se passait chez les autres et que finalement ça se passe pas si mal chez nous et que c'est euh, plutôt une belle structure. Et j'ai le sentiment, alors après on verra plus tard, qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont parties qui sont prêtes à revenir. waouh, Donc ça, si ça c'est, jamais, ça ouais. c'est des moments qui rassurent ou qui régénèrent, on va dire. Bah ouais, ah ouais. Je sens le déchirement que ça a été pour toi de porter ça, hein, Ouais. et seul, voilà, au moment d'appuyer sur le bouton et comment tu as été tenté de procrastiner, évidemment parce que tu n'avais pas envie, mais au fond, il y a un moment, tu y allais parce qu'il fallait y aller. Et en même temps, je sens comment il y a toutes les valeurs familiales de la famille Leroy-Liberge qui se sont exprimées dans la manière de le faire. Et c'est très beau. Je trouve que c'est dans ces moments-là où on voit comment les valeurs sont bien ancrées, quoi, hein. Exactement. Maintenant, il faut Ouais, arriver à préserver ces valeurs. C'est ça qui ouais. est pas simple dans un moment où tout le monde flippe. Et donc, il faut arriver à les préserver. Et c'est pas si simple. Mais donc, il faut arriver à à célébrer les succès. Comment tu fais au quotidien? Tu bosses plus avec ta DAF. J'imagine qu'il faut avoir un œil plus serré sur les indicateurs. Quand tout va bien, on peut suivre ça d'un peu plus loin. Quand on est dans un moment où on commence à compter les euros, voire les centimes, il faut, je sais pas, que le binôme DG, DAF s'organise différemment. Comment ça Bah, a c'est sûr que fonctionné, ça? Comment... on a mis un groupe de travail avec la DAF, donc c'est comment on réduit les coûts, comment on réduit, on sécurise les revenus. Donc on a des points qui sont encore plus réguliers et sur les questions budgétaires. Donc avant c'était, là c'est toutes les semaines, il y a un point pour savoir où on en est. Il y a eu un grand plan qui a été mis en place pour réduire les charges. Donc ça c'est pas moi qui m'en suis occupé, on a pris une personne de chaque région piloté par mon frère qui est à Lyon, pour arriver à réduire les coûts. Et ça, les gens ont joué le jeu, on a fait un beau travail. Après, c'est jamais assez, mais les gens ont joué le jeu, donc ça, c'était intéressant. Euh, et après, on essaie de faire des points réguliers. Et ce qui est compliqué, c'est quand on fait des points avec les patrons de région notamment, ou les patrons de support, c'est d'arriver à faire le recul, de faire la part des choses entre l'opérationnel et la stratégie. C'est-à-dire que comme il y a un enjeu sur l'opérationnel, les patrons de région ont une petite frustration sur quelle est la stratégie, sachant que on parle beaucoup de l'opérationnel là. Et comment on trouve le temps dans tous ces soucis qui sont importants, de prendre le recul sur la stratégie que eux vont mettre en place. Et surtout de le verbaliser parce que moi j'ai plein d'idées et c'est dans ma tête, mais, euh, mais c'est ça aussi la problématique du DG, c'est qu'il en fait le DG il est au courant de toutes les merdes. Et donc ça l'agace, ça l'énerve, et il faut qu'il arrive à
prendre le recul et à partager ce qu'il voit de la vision, parce qu'il a tendance à pas communiquer. Il a bien tendance à sûr. être dans ses trucs, d'être speed, il passe d'une réunion à une autre, il fait des journées en tunnel. Euh, et, et- et en fait, il faut prendre du temps pour poser les choses et partager. Et partager les visions des micro-speedboats, enfin des speedboats. Et c'est pas Ça, facile. ouais, Parce que c'est chaque région, chaque speedboat a des enjeux différents. ouais. C'est un Et, apprentissage, ça, hein, de ouais. savoir prendre le temps. Mais ce qui est bien, c'est que euh, ça partage en fait. C'est-à-dire que les demandes remontent et Hmm. les besoins sont exprimés. Et ça veut dire que ça avance. Ouais. Donc Et ça, je c'est trouve que ça plutôt pas mal. ça a continué la parole libre, a continué à Ouais, circuler même pendant la crise. Et ce que j'entends, c'est qu'il y a eu un travail collaboratif aussi hein, sur la réduction des coûts, animé par Hugo, ton frère, mais c'était un travail d'une petite équipe qui a réfléchi à où est-ce qu'on pourrait réduire les coûts de manière efficiente. on a réduit les coûts, on a posé des choses, on a fait des tableaux, on a vu ce qui Il était utile, pas utile. Donc oui, on a réduit il les y avait coûts. quel genre de personnes dans ce groupe de Ah, il y travail? avait de tout. Il y avait de tout. Il y avait une personne par région qui pouvait C'est être ça. des assistants, puisqu'ils étaient des assistantes qui pilotaient justement tous les frais de structure. Il peut y avoir des patrons de région, il peut y avoir des techniques, des commerciaux qui ont échangé sur chacun de leurs services et de leurs problématiques pour voir comment on pouvait faire avec moins, C'est mieux avec intéressant. moins. Mais oui, parce que en fait, l'air de rien, ben voilà, vous avez été au cœur de votre philosophie speedboat, c'est-à-dire que même dans les moments de crise, réduction de coûts, ben, on fait un groupe de travail qui représente les différentes speedboats, les différentes régions, et on réfléchit ensemble Ouais. à comment est-ce qu'on pourrait faire mieux, comment est-ce qu'on pourrait... Et ce que je et... pense, c'est il faut aussi laisser la possibilité aux équipes de proposer des choses. C'est-à-dire que on a par exemple toute la partie technique où on a un patron de région opérationnel, un patron opérationnel qui a décidé de porter un sujet sur comment optimiser les coûts, la relation avec les maîtres d'œuvre pour pouvoir être plus efficace et plus optimal dans les coûts travaux. Et donc, il a proposé de faire une réunion, un atelier de travail sur les process, les méthodes de chacune des régions pour les homogénéiser et avoir les bonnes idées. Donc, ça a été lancé récemment, mais c'est lancé. Il y a des échanges qui sont faits. Enfin, dans la crise, en fait, la relation interrégionale s'est élargie. Ah oui, Et ça, a c'est intéressant. progressé. C'est-à-dire que ils ont compris que on était plus intelligent à plusieurs. Enfin, on a compris qu'on était plus intelligent à plusieurs que tout seul et que il y en a qui ont des bonnes idées. Ouais. Et que peut-être il y a des savoir-faire qui, dans certaines régions, on le voit, et dans la spécificité de nos projets, et il y en a qui se sont rendus compte qu'à un endroit, ils savaient faire ça, donc comment on pourrait le transposer ailleurs. Il y en a qui arrivent à avoir des coûts de travaux plus bas, pourquoi ils y arrivaient, etc. Donc il y a beaucoup plus de partage. C'est très intéressant hein, parce que ça révèle quelque chose de l'entreprise. Moi, je vois tellement d'entreprises dans lesquelles, quand il y a un coup dur, tout remonte au siège. Et au fond, le siège recommence à prescrire pour tout le monde, dire ce qu'il faut faire, la couleur du papier toilette, voilà. Et je sens que là, ça a au contraire été une période où, Bah, ça n'a pas été si simple, hein, ça s'est pas fait en deux tout de suite. C'est-à-dire que c'est C'est avec le temps, le partage, les problématiques qui émergent, qu'on voit qu'il y a des choses qui sont mutualisables, échangeables ou des bonnes pratiques et que ce qu'on aurait dû faire il y a longtemps, parce que en fait, on est passé d'un modèle de ultra croissance à un modèle de plateau ou enfin décroissance pour arriver sur un plateau pour pouvoir recroître après, regrandir. Et en fait, quand on court sur la croissance, bah, on est occupé par des projets qui avancent et qui tournent. Et quand on est sur le plateau ou sur la décroissance, et ben, les projets, ils sont toujours là et ils avancent pas. Donc, il faut arriver à trouver les bons moyens de les sortir. Donc, on dit, eh ben, tiens, toi, tu sais faire ça. Donc, est-ce que tu peux m'aider? Comment tu vois les choses? Et ça, c'est instructif. Moi, j'ai la vraie croyance que quand on aura passé ce cap, on aura une entreprise qui sera encore plus forte. en quoi elle aura Et grandi? En quoi elle aura grandi? Parce qu'on aura mis, quand tout va bien, en fait,
quand tout va bien, il y a plein de choses qu'on laisse faire. Et quand tout va pas bien, on laisse plus rien faire, les choses qui servent à rien et qui sont inutiles et perte de temps, d'argent, perte de projets. Enfin, on n'a plus le droit à... Je vois dans la rigueur qu'on apporte maintenant au projet. C'est-à-dire que avant, un plan de vente qui était moyen, il passait parce il y avait des gens qui avaient envie d'acheter et qui étaient en capacité d'acheter aujourd'hui. Il faut que tous les logements soient parfaits. Ouais, Parfaits et économiques. Donc ça veut dire que il y a plus de temps qui est passé, ce qu'on faisait avant, hein, mais avec cette croissance qu'on a eue, peut-être qu'on s'y attelait moins. Et du coup, il y a une remise, un besoin d'exigence ou une envie d'exigence qui est plus forte. ouais, c'est ça. Et c'est très bien pour nos produits, hein. Moi, Ouais, je trouve ça super bien de dire on est capable de revoir les plans, optimiser, faire des choses où il y a plus d'espace partagé, enfin d'annexes, de terrasses, etc. Moins de gaines. Et en fait, on y arrive, hein. On arrive à redéfinir les projets pour que ça soit conforme à un marché. Et que c'est là où on peut être différent des autres, c'est on est d'accord pour dire qu'un projet qui a été dessiné avant crise n'est pas le même que celui qui va être dessiné après crise ou pendant la crise. Et, euh, et l'enjeu, c'est que nos partenaires, ils l'acceptent. Parce que toute la problématique, c'est nos partenaires. Nos partenaires architectes, constructeurs, banquiers, vendeurs, commerciaux, entreprises, tout cela, ils sont malmenés. Et ils sont malmenés d'une autre façon. C'est-à-dire qu'il y a eu toute la partie des vendeurs qui ont été euh, impactés très vite et qui, eux, les vendeurs externes, sont maintenant dans un moment, un deuxième, ils ont pas passé la crème, mais ils sont dans un moment qui est plus facile parce qu'il y a des ventes et qu'ils ont allégé leur structure et qu'aujourd'hui, ils redémarrent. Ceux qui sont dans le dur aujourd'hui, c'est les architectes parce ils ont une visibilité qui est beaucoup plus courte et ils doivent trouver des clients qui ont envie de faire des projets avec les élections municipales qui arrivent. Enfin, attends, l'objectif, c'est pas parler de technique, mais c'est quoi? Le momentum de chaque partenaire est différent. Et donc, il faut arriver à, à bien, à bien l'anticiper pour que ça se passe bien. parle-moi un peu de la famille, la spécificité d'entreprendre en famille dans ces moments de crise. Comment embarquer la famille dans ces moments-là? Comment rester bien aligné alors que vous avez des rôles différents dans l'entreprise, chacun? Bah alors, donc, dans notre entreprise, on est quatre. Il y a mon frère, ma sœur et mon père qui est président. Donc, et évidemment, les quatre sont opérationnels. C'est-à-dire que mes frères et sœurs s'occupent de région. Donc, sont très opérationnels. Et donc, la vraie problématique qu'on a, c'est d'arriver à distinguer le rôle de l'actionnaire, de la direction générale et de l'opérationnel. Parce que finalement, quand on fait un CODIR avec deux patrons de région qui sont actionnaires, il faut qu'ils arrivent à avoir la bonne casquette. C'est ça. Et quand on est en assemblée générale et qu'on parle de la stratégie, il ne faut pas parler d'opérationnel, alors qu'on a tendance à parler opérationnel, problématique, etc. Et, et ça a pas été simple parce qu'on a toujours fait un doux mélange. Euh, qui crée des frustrations pour chacun, hein, ça c'est clair, parce que quand on est patron d'une région, on n'est pas à la direction, on n'a pas une visibilité globale, mais pourtant on est actionnaire, donc c'est important pour ces actionnaires opérationnels de savoir ce qui se passe, parce que sinon ils ont une certaine frustration. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a élargi notre conseil d'administration, on a fait un comité stratégique. Dans ce comité stratégique, on a mis un administrateur indépendant qui nous permet de nous botter les fesses pour nous dire là, les gars, vous parlez opérationnel et pas gouvernance, enfin pas gouvernance, actionnariat ou stratégie. Et du coup, on a adressé des sujets, donc on l'a mis en place. Alors, c'est pas simple parce qu'on parle toujours opérationnel, mais on essaie de poser un peu plus les choses et du coup, ça, ça permet de voir autre chose et que les gens soient informés d'une autre façon. Et donc ça, c'était assez instructif. Donc on le fait toujours. Après, dans les relations, c'est sûr que c'est compliqué d'avoir une fratrie à la direction d'une boîte parce que chacun est différent. Et c'est ça qui est bien d'ailleurs, c'est que comme chacun est différent, on a fait des trucs un peu incroyable. C'est-à-dire que ma sœur, par exemple, elle est fan de RSE et du coup, elle a poussé des projets
avec une façon de faire qui n'aurait été pas la mienne d'ailleurs, mais qui sont assez magiques. C'est-à-dire que dire on va démolir un bâtiment et au lieu de démolir ce bâtiment pour le mettre dans une décharge ou une déchetterie, on va proposer à tous les artisans locaux de venir prendre des matériaux pour pouvoir les réutiliser sur d'autres opérations. Et en fait, c'est hyper vertueux parce que quand on fait des trucs comme ça et qu'après on le communique et qu'on montre qu'on peut le faire, ça crée euh, un écosystème différent, une image qui est différente. Et puis surtout dans le monde d'aujourd'hui où tout est RSE, où le RSE est hyper prégnant, c'est intéressant d'avoir des innovations qui sont comme ça. Après, moi je trouve ça assez fabuleux. Après, en tant que patron, là où c'est compliqué, c'est que moi, je demande à un ROI quel est l'intérêt, autre que l'image et le RSE, d'investir là-dedans. Parce que ce que ça rapporte, est-ce que ça a un apport pour la société dans un moment complexe? Ouais. Et donc, c'est là où il peut y avoir des frictions, et c'est là où, malheureusement, et c'est ça qui est terrible dans notre monde, c'est que je dis qu'il y a des domaines régaliens qui sont le commerce, la finance, et qu'il y a des domaines qui deviennent de plus en plus régaliens, mais qui ne le sont pas si évidemment que ça, dans des moments de crise, qui sont la communication institutionnelle qui est important, le RSE. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des caractères dans notre famille qui sont assez trempés, on va dire, et qui fait que malgré le fait que pour moi c'est important mais pas prioritaire, et ma sœur par exemple considère que c'est prioritaire donc elle pousse le sujet et moi je trouve ça. Donc on n'est pas d'accord. Enfin, c'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est que moi je mets pas les priorités au même endroit, mais par contre ça oblige à. Et Ouais. que comme elle a une résilience dans ce qu'elle fait, in fine, on voit que on a fait sur le RSE, je parle du RSE, on a fait une belle réunion groupe sur tout ce qui avait été fait. Donc on se rend compte qu'on fait des milliards de choses en RSE et que ça mérite d'être structuré. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que les services, notamment les services clients, en disant mais c'est marrant, j'étais pas au courant de ça et pourtant quand je livre des opérations, je parle aux clients qui achètent, ils pourraient être intéressés par ces choses qu'on fait et ça remettrait du sens dans les logements qu'on fait. Parce que nous, on fait des logements qui sont, on met notre âme dans nos OP, donc, mais on est tellement débordé qu'on ne partage pas assez. Donc, on a fait ces réunions et c'est porté par rien, mais ça va dans le bon sens et c'est important dans le contexte d'aujourd'hui. Donc, Ah ouais. la complexité, et la complexité, c'est de dire, ma sœur, par exemple, si on parle de l'exemple de ma sœur, c'est qu'elle est opérationnelle, elle pousse des sujets groupes, pas au même niveau, et comment on fait pour adresser les sujets dans le bon ordre avec cet opérationnel qui nous prend du temps. Ouais, c'est ça. En tout cas, je sens qu'il y a des confrontations saines d'idées entre vous et qui font avancer, quoi, hein, qui font Il y a des avancer. confrontations saines, Ouais, c'est que moi, ouais, ce que je trouve intéressant, si on parle de la famille, c'est que euh, chacun prend une place différente et, et du coup qui permettent de- d'étoffer le portefeuille. C'est-à-dire que mon frère, lui, il est plutôt très bon en commerce et marketing et en finance, donc il participe à tout ça, donc il est à fond. Ça, c'est vachement bien parce que euh, ça permet de dédramatiser certains sujets. Par exemple, lui, comme il s'occupe du commerce, si je prends l'exemple du commerce, c'est-à-dire que le commerce, aujourd'hui, dans un moment où on ne vend pas, en fait, c'est toujours la faute du vendeur. Mais en fait, le vendeur, on lui dit à combien il faut vendre, mais on ne sait pas à combien il faut vendre parce que c'est un nouveau marché. Donc il faut arriver à trouver le bon équilibre et que le patron de région il dit mais non, tu me proposes des prix qui sont complètement délirants, c'est pas assez. Parce que le vendeur il veut vendre le moins cher possible. mm, Et nous, on aimerait bien pouvoir vendre le moins cher possible parce que les clients pourraient acheter tous. Mais en fait, il y a la réalité des coûts de travaux et économiques, c'est donc on ça. ne peut pas faire. Mais le fait d'avoir quelqu'un de la famille en qui on peut avoir confiance, qui donne son point de vue, permet à moi, dirigeant, d'avoir du recul et dire ben, la bonne décision, c'est ça. Et Mm, pareil, si jamais je prends ma sœur qui s'occupe de ces sujets RSE et qui aime bien tout ce qui est communication institutionnelle, ça permet d'avoir un autre point de vue et donc c'est complémentaire. Et après, mm. mon cher père qui est président, il est un peu au-dessus de la mêlée et il nous botte les fesses ou il nous dit il nous remet un peu les choses en place en disant ben,
est-ce que ça c'est une bonne idée? Quelle est la stratégie? Où est-ce qu'on va, etc. Donc, moi, en tant que dirigeant, si je parle de moi par rapport à un écosystème familial, euh, je suis au milieu et tout le monde me, me donne des inputs pour que ça fonctionne bien. Après, l'enjeu, c'est que moi, je dois partager là où on va pour que tout le monde soit rassuré et en confiance. Je parle des actionnaires, hein. Parce qu'on a un Ouais. actionnaire qui est que nous quatre, donc c'est plus simple. Ouais. Ok. C'est un millefeuille qui est hyper compliqué, mais qui, en fait, avec le temps de cette crise, euh, fait émerger des bonnes pratiques qui sont intéressantes pour le futur. Chouette, hein. Je sens des belles complémentarités entre vous quatre et notamment entre vous trois, frères et sœurs. Et puis des belles confrontations qui font avancer des sujets et qui permettent de trouver la fine ligne qui va permettre d'avancer. Après, Et tout n'est pas rose tout le temps, hein, je te rassure. Il y a des fois, on n'est pas en phase. bien sûr. Et d'ailleurs, c'est bien que de ne pas être toujours en phase. Ça te permet d'avoir des points de vue différents et de prendre le recul qui permet de dire, ben, si on n'est pas en phase, pourquoi et comment on fait. Merci Yvain pour tout ça. Pour terminer, j'imagine que cette période, elle a été fortement éprouvante pour toi aussi. Comment tu fais, toi, pour prendre soin de la bête, là, pour prendre soin de toi-même, pour te garder le moral, te ressourcer, comment tu fais? C'est quoi ta recette à toi? Bah, j'ai pas beaucoup, je sais pas si j'ai une recette. Je suis quelqu'un de très dynamique, donc je fais énormément de sport. C'est Donc ça. j'arrive à trouver du temps à faire du sport. J'ai une particularité, c'est que dans les 6 bureaux de Sully, il y a des douches. Donc entre midi et deux, tout le monde peut aller faire du sport, dont moi. Donc ça, c'est important pour moi. Euh, j'ai une belle famille. C'est ça. J'essaie de couper. Euh, donc je fais beaucoup de choses. Je suis pas, je dors bien la nuit. Ça, c'est important. C'est-à-dire que je me relève pas, je suis pas épuisé dans le sens où je dors pas parce que je suis trop stressé, même si jamais il y a beaucoup de stress. Et, euh, et puis là, j'ai fait récemment un truc qui m'a fait beaucoup de bien, c'est que je suis parti faire le GR20 en 8 jours. Et, euh, et donc en fait, on est dans un, c'est très intense, mais à un moment, sur une semaine, quand on est dans la nature, on commence à descendre en pression et donc le cerveau commence à penser à autre chose et ça permet de retrouver une sérénité et un équilibre que peut-être dans le stress de tout ce qui se passe, on peut avoir perdu. Ah ouais, c'est Donc ça. euh, et puis après je suis bien entouré quand même. C'est que j'ai ma famille, famille perso, ma famille, mes frères, sœurs, pères, où en fait c'est comme hyper confortable de diriger une boîte où on a confiance dans les gens. Ouais, c'est ça. On peut être pas d'accord, on peut être, ça peut être compliqué, on peut être en désaccord et même violemment, mais on est avec des gens qui sont fiables et sur Ah, qui on peut avoir confiance. ah ouais. Et même les salariés d'entreprise, les personnes clés d'entreprise, c'est des gens qui sont impliqués super bien, en qui j'ai toute confiance. Et moi, je me repose sur ces gens-là. C'est-à-dire que pour moi, c'est important d'avoir des gens fiables et impliqués. C'est-à-dire que c'est en fait, c'est le peur de. Enfin, si jamais on n'a pas confiance, il y a la méfiance qui se met en place. Et la méfiance, c'est pire que tout parce que il y a du surcontrôle et il n'y a pas d'autonomie. Yvain, merci beaucoup pour ton témoignage. J'ai trouvé ça passionnant. Je te souhaite une belle continuation et une belle préparation pour construire cette machine de guerre, pour que la reprise, vous puissiez voilà, être d'attaque pour prendre des parts de marché et continuer votre croissance. Merci pour ton témoignage Un et plaisir. à nos auditeurs, rendez-vous très vite dans le prochain épisode sur le podcast Entreprise familiale nouvelle génération. Merci, à bientôt. Ben, merci Thomas. À très bientôt.